de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Gouvernorat de Kinshasa, la cour d'appel confirme la victoire de Daniel Bumba et défait Vidi Chimanga après la sentence déclarée ce vendredi 10 mai 2024. Les femmes candidates qui n'ont pas gagné aux élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo décident de reprendre les combats jusqu'à atteindre leur objectif, celui d'accéder nombreux aux postes de prise de décision. C'est au cours d'une séance de monitoring sur la cause de leur échec organisée ce vendredi 10 mai à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après l'échec des femmes candidates aux élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, faut-il arrêter le combat politique? Non. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, ne compte pas lâcher prise. Ce vendredi 10 mai 2024, au centre Saint-Pierre Claver à Gombe, était en connexion avec les femmes candidates des différentes provinces de la RDC qui ont perdu aux élections malgré leur travail remarquable abattu sur terrain, ainsi pour les encourager à ne pas baisser les bras, reprendre leur courage et continuer le combat aux côtés des hommes. On a perdu juste un combat, pas la guerre. Nous reprenons courage et nous continuons. CAFCO se dit oui au poste électif si on n'a pas été massivement élu. Mais il y a des postes nominatifs. Il faut continuer à pousser. On est en face d'un leadership masculin qui s'impose à tous les niveaux. On s'est dit tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, une femme a été nommée comme première ministre. Et nous, les femmes, ça doit nous redonner la force pour dire comment nous nous battons pour la soutenir elle aussi, là en amont. Des alertes ont été lancées dans tous les sens par les CAFCO, aux dirigeants du pays et à la Commission électorale nationale indépendante pour que les femmes candidates congolaises soient boostées. Mais pourquoi n'ont-elles pas gagné à ces élections, s'interrogent les CAFCO. Le président de la République lui-même a dit dans un des discours, le visage politique congolais est trop masculin. Il faut petit à petit rééquilibrer, amener aussi plus de femmes au niveau des institutions. Nous avons lancé des alertes pour démontrer qu'il n'y a pas d'équilibre par rapport aux résultats des élections qui ont été réalisées. Les hommes ont préféré payer leur caution plutôt que mettre les femmes sur les listes électorales. Les femmes n'ont pas eu la possibilité de battre campagne au même titre que des hommes et il fallait que dans des postes nominatifs, on puisse penser aux femmes. Voilà ce qui pousse le cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Nous remettons sur la table de discussion la question de la participation politique de la femme. Le Congo est pour nous tous, et pour les hommes et pour les femmes. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, leader en matière politique de la femme, et pour les lobbying et plaidoyer favorables en leur faveur, et c'est dans le cadre du projet engagement politique de femmes et des jeunes pour l'émergence d'un leadership politique à la base dans 10 provinces de la RDC, projet appuyé par Open Society Africa. Tout a débuté par l'hymne national de la République démocratique du Congo, suivi de celui de la République sud-africaine. Dans cette belle salle du prestigieux Fleuve Congo Hôtel dans la commune de Gombe, il était question ce jeudi 9 avril 2024 de la célébration des 30 ans de l'indépendance de l'Afrique du Sud sous les thèmes 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance.
était né. Ce fut un certain 9 mai 1994 que des millions de Sud-Africains s'est rendaient aux urnes pour voter lors de premières élections démocratiques du pays après des années de domination de la minorité blanche qui a privé la communauté noire du pays de ses droits fondamentaux. Les souffrances de l'apartheid de ces années ont laissé des séquelles dans la mémoire collective. Des élections où un homme de race noire, Nelson Mandela, eut remporté. Dans son discours prononcé devant les invités de marque, tels que le chef de mission diplomatique, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les personnalités politiques et autres, l'ambassadeur de la République sœur d'Afrique du Sud, Excellence Shilubane Abed, s'est attardé sur le chemin parcouru depuis 1994 jusqu'à ces jours, date marquant, selon ses dires, l'avènement de la démocratie. The road to democracy in South Africa was marked. Le chemin vers la démocratie en Afrique du Sud a été marqué par des siècles d'assujettissement racial et économique, de discrimination et d'oppression, et de nombreux Sud-Africains ordinaires, en particulier les jeunes, ont fait le sacrifice ultime dans la quête de la liberté et de la démocratie. And today, South Africa is a thriving and burgeoning constitutional democracy. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle prospère et en plein essor grâce aux sacrifices incalculables consentis par les ancêtres de la nation. Le mois de la liberté 2024, qui en fait était le mois d'avril, a marqué les 30 ans de l'avènement de la démocratie en 1994. Le 27 avril 1994, environ 20 millions de personnes de toutes races ont été autorisés pour la première fois à marquer de leur empreinte le changement en Afrique du Sud. Pendant 4 jours, les files d'attente se sont allongées sur des kilomètres. Les électeurs attendent patiemment pendant des heures leur chance à poser leur marque sur le bulletin de vote de l'un des 19 partis en lice. La lutte menée par l'Afrique du Sud est une histoire de courage, de résilience pour la liberté et aujourd'hui nous célébrons les progrès réalisés par ces pays, a martelé l'ambassadeur Boyoko Baelo Debré au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères empêché. L'histoire de l'Afrique du Sud est une histoire de courage, de résilience et de lutte pour la liberté. Le combat mené par le peuple sud-africain à travers ses valeureux fils et filles, dont l'une de figures les plus éminentes demeure, je cite, le président Nelson Mandela Madiba, pour mettre fin à l'apartheid et pour instaurer une société juste et égalitaire, reste à ce jour une source d'inspiration pour le monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons les progrès réalisés par l'Afrique du Sud depuis son accession à l'indépendance et nous nous engageons à continuer à soutenir le peuple sud-africain dans son chemin vers la prospérité et le développement. Dans une ambiance festive, les invités ont soulevé leur verre pour la santé et la prospérité de la République sud-africaine, suivie de la coupe du gâteau par les 2 ambassadeurs.
9 mai 1994, 9 mai 2024, cela fait 30 ans depuis que la République sud-africaine a accédé à son indépendance. Pour mieux commémorer cette date, l'ambassade de l'Afrique du Sud a choisi le fleuve Congo Hôtel à Gombe pour célébrer ces 30 années de lutte du peuple noir et un isolement du régime de l'apartheid sous les thèmes 30 ans de démocratie, de partenariat et de progrès. Les participants à cette journée ont tour à tour donné leur point de vue. Ça fait plaisir de voir que ce pays si important pour le continent africain est célébré de cette manière et qu'il y a autant de monde. Et en plus, pour moi, la personnalité de plusieurs hommes d'État sud-africains, dont un en particulier qui a été mentionné ce soir, c'est vraiment le type de leadership que nous cherchons pour le continent. Vous vous rappellerez qu'il y a 30 ans, ce pays a recouvré son indépendance et il y existait un système unique d'ailleurs, d'apartheid, il a pris fin. On ne s'imaginait pas que ça se terminerait dans la paix sans une grande guerre. Heureusement, ils ont eu des leaders visionnaires qui ont pu négocier le moment et finalement, c'est un pays qui fait rêver tout le continent pendant les 30 dernières années. On sait qu'ils sont confrontés à des défis énormes, mais en même temps, on sait qu'ils sont très résilients parce qu'on les a vus à l'œuvre. C'est un pays qui a d'excellentes relations avec nous et vous le voyez présent au Congo avec un peu plus de 3000 soldats, dont 1000 pour les FIB aux Nations Unies, un peu plus de 2000 pour le SAMI RDC, c'est-à-dire l'intervention des troupes de la SADC en RDC pour faire face à l'agression rwandaise. Donc c'est vraiment un pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Dans la croissance humaine comme dans la croissance des États, il n'y a pas un point culminant. Les États, les hommes, les systèmes ne cessent de s'améliorer. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est partie de quelque part. Il a atteint un certain niveau de croissance et il est encore en train de monter en puissance. L'Afrique du Sud fait partie de la fierté de l'Afrique, du monde en général, de l'Afrique en particulier, parce que c'est un exemple de mélange des peuples, de civilisation, ainsi qu'une puissance pas seulement africaine mais mondiale à travers notamment les BRICS. Donc aujourd'hui, il a sa place dans le concert des nations et l'Afrique et en général et la République démocratique du Congo ne peut être que satisfait d'avoir un partenaire comme l'Afrique du Sud. Et aussi correspondant. 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo. Les journalistes décident de rompre les silences à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite, ACOFEP, le quotidien La Référence Plus, en collaboration avec les organisations professionnelles des médias, ont organisé ce jeudi 9 mai 2024 une journée porte ouverte et exposition de photos, bougies allumées en hommage aux 22 journalistes assassinés en RDC entre 1994 et 2021. Grace Israela Kankundu Nkike, troisième fille du journaliste assassiné Frank Nkike, et Hélène Paka, membre active du comité de pilotage du groupe de plaidoyer pour la reconnaissance nationale de 22 journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse, revient sur l'importance de cette activité. Nous avons décidé de rompre avec les silences, surtout nous, les orphelins du couple Ngike. Après 19 ans de leur assassinat, on s'est dit quand même il faut qu'il y ait une justice. Mais la justice, là, nous sommes dans la reconnaissance. La reconnaissance, pas seulement du journaliste Ngike, parce qu'il n'était pas le seul à être assassiné dans ces pays, mais il a été assassiné avec plusieurs autres journalistes dans l'histoire qui a été retracée selon les enquêtes de GED. Une occasion pour la présidente de l'ACOFEP de lancer l'appel au président de la République, chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'honorer ces journalistes qui ont payé de leur prix à cause de la liberté de la presse. Nous avons lancé encore un appel au président de la République qui est le seul à décréter cette décision pour honorer, élever ces 22 journalistes au rang des martyrs de la liberté de la presse. Il y a aussi la demande de la construction d'une stèle qui sera érigée en mémoire de tous les journalistes assassinés. Dans l'histoire des enquêtes de GED, vous allez constater que c'est dans ces 22 journalistes, il y a aussi autres journalistes qui ont été portés disparus, dont on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc c'est pour nous l'occasion qu'on ait un mémorial au niveau de Kinshasa où tout le nom de journalistes assassinés seront inscrits. Et la troisième demande, c'est la réparation en faveur des enfants de journalistes assassinés, dont particulièrement nous n'avons jamais bénéficié d'une assistance du gouvernement. L'implication des médias dans ces plaidoyers pour la reconnaissance des journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse s'avère nécessaire. La salle des fêtes Général Mabiala de la cité Mama Mobutu a servi de cadre pour la cérémonie officielle de vulgarisation du plan communal de développement ce mercredi 8 mai 2024, organisé par la commune de Mongafula en collaboration avec l'Union nationale des jeunes acteurs du changement, INAJAC en sigle. Cette activité qui a connu la participation de plusieurs invités de marque ainsi que les chefs de quartier a été présidée par le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba. Dans sa prise de parole, le numéro 1 de Mongafula a de prime abord remercié les participants avant d'évoquer les biens fondés de l'élaboration de ces plans communaux de développement considérés comme un boussole pour la commune couché dans un livre. On devient bourgmestre, il n'y a pas un programme. On trouve des situations difficiles, le bourgmestre devient un électron libre. Et nous nous sommes dit, on ne peut pas diriger une commune comme ça. Et nous avons fait appel à l'UNAJAC, nous avons associé la jeunesse. Grâce à cette ouverture, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver la voie idéale à suivre pour sortir la population de Mongafula de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons un document que nous appelons le plan communal de développement. Ce plan communal de développement, pour nous, c'est une Bible de développement. N'importe qui pourra venir à la commune de Mongafula trouvera un chemin balisé. Prenant la parole à son tour, Jocelyn Lingissa, président du conseil d'administration de l'UNAJAC, a d'abord projeté par une petite vidéo les conditions difficiles qu'ils ont vécues sur terrain pendant plusieurs mois pour concevoir ces documents. La ville ou la vie du quotidien congolais est en train de se dégrader du jour au jour. Et les efforts de l'État à augmenter les niveaux de vie ou à améliorer les niveaux de vie des Congolais, vous voyez, dans chaque jour pratiquement, cela est remis en question. Pourquoi? Parce que le plan ou des réflexions de développement ou de changer le quotidien de la population quinoise s'est fait dans les bureaux climatisés. Ça s'est fait en ville et nous venons dans des communautés locales qui sont de les faire avaler ces plans. Mais le processus que l'UNAJAC a mené avec la commune de Mongafula est différent parce que là, il est question que les habitants, les communautés locales tracent leur propre processus de développement. Quel est le mode de politique qu'ils veulent avoir? C'est quoi le changement pour eux? Ce processus est assez intéressant et assez unique parce que c'est la communauté elle-même qui détaille le problème et donne des solutions, même des stratégies, comment trouver des ressources pour résoudre ce problème. Pour bien vulgariser ces plans communaux de développement, le numéro 1 de la commune de Mongafula a mis à la disposition de tous les chefs de quartier de sa juridiction ces documents, moyennant un montant. Notons que ces documents révèlent qu'il faut 21 millions de dollars pour développer la commune de Mongafula. Tout est bien qui finit bien. Le PCA de l'UNAJAC, comme facilitateur de cette activité, a remis un diplôme de mérite à tous les chefs du quartier et au bourgmestre de cette commune.
Le cadastre minier informe que, sauf erreur ou omission de sa part, le paiement des droits superficiels dus pour l'exercice 2024 des droits miniers ou des carrières dont liste est disponible sur son site web www.cami.cd n'ont pas été retracés par nos services financiers à la date du 15 avril 2024. Il est donc demandé aux titulaires des 10 droits de déposer en délai 45 jours de la présente publication le preuve de paiement original de la quotité CAMI ainsi que celle de la DGRAD au guichet du cadastre minier 6 croisement des avenues Polo et Kasavubu à Kinshasa, Gombe. Passé ces délais, les titulaires non en règle seront déchus de leurs droits conformément à l'article 287 du Code minier. Un communiqué signé pour Paul Mabolia Yenga, directeur général du cadastre minier. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.